Julien pour tout le côté technique indispensable. C'est parti. Et au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue pour commencer cette semaine sur un penser agir, un I face à face, qui nous a été inspiré par l'ouvrage de Xavier Comtesse, qui a réuni dans cet ouvrage 56 contributeurs absolument passionnants. Donc, on se devait de leur donner non seulement la plume grâce à Xavier, mais la parole grâce à ces lundis I face à face. Alors, pour juste celles et ceux qui n'ont pas encore participé à ces réunions, le conférencier du soir, qui est Georges Kotrosios, j'espère ne pas trop écorcher, ça va? Merci Georges. Va se présenter, nous dire qui il est, et ensuite, sur un quart d'heure, il nous présentera le sujet sur les objets connectés intelligents. Ça pourrait être un challenge pour la Suisse, qui sait, peut-être de nouvelles opportunités. Ensuite, vous aurez toutes et tous royalement 1 minute pour nous dire qui vous êtes, ou un projet, ou intervenir sur le sujet du soir. Et on se réjouit parce que c'est toujours extrêmement interactif et c'est un bonheur de vous voir. Bon, sans le petit verre, j'espère que vous avez préparé un apéro. Bon, moi j'ai la tisane habituelle, mais OK. Oui, moi j'ai pris un verre d'eau. Bon. On se réjouit de vous offrir champagne dès qu'on le pourra. Merci Enza. Ça sera autre chose. Alors, d'abord, pourquoi Xavier avoir choisi Georges Kotrosios pour lui donner une place dans ton bel ouvrage? Alors, d'abord, Georges est quelqu'un de formidable. On se connaît depuis de nombreuses années. Il travaille pour un institut qui s'appelle le CSEM à Neuchâtel. C'est un institut qui est notamment extrêmement compétent dans ce qu'on appelle le IoT, Internet of Things, mais dans d'autres domaines aussi. Et Georges est une personnalité flamboyante. Il connaît le monde entier. Il a été partout. Il a fait tout. Il est le porte-parole de cette organisation. Et donc, moi, j'aime beaucoup Georges. Il me fait confiance. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et il a écrit quelque chose de formidable dans cet ouvrage collectif. Merci, Enza. Merci, Xavier. Alors, avant de fermer vos micros pour être attentifs et à l'écoute de ce que Georges va nous dire, je vous propose de se délier les mains avec un bel applaudissement et pour Xavier et pour Georges. Voilà, merci beaucoup de cette présentation et je vous cède le micro, cher Georges. Merci beaucoup. D'abord, merci Madame Agui. Merci Xavier, c'est toujours très très sympa. Oui, je t'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Tu es un ami de toujours et puis on va continuer, j'espère, d'en être. Madame Agui, vous m'avez demandé de dire des mots pour moi, de moi. Donc, c'est d'origine grecque, ingénieur à la base. J'ai fini mes études en Grèce. À une époque, il y avait encore des dinosaures sur Terre, donc c'était 1985. Je suis parti pour la France, après tout de suite pour la Suisse. J'ai fait mon doctorat ici en Suisse. C'est un doctorat entre l'EPFL et l'Institut national polytechnique de Grenoble. Après, je suis parti après pour une spin-off de l'Institut Battelle à Genève. Je suis resté pour 5 ans, j'ai fait un MBA et puis de nouveau encore au CSM. Voilà. Membre de la direction et puis j'espère vous donner quelque chose d'intéressant, désolé pour pouvoir discuter entre nous aujourd'hui. Donc, d'abord, la partie la plus difficile de l'exercice, j'essaie de partager mon écran. Voilà, est-ce que ça marche? Oui, tout à fait. Magnifique, ça c'est Objet étrange, intelligent, source de données, une opportunité pour la Suisse. Voilà, j'essaie de... Voilà, c'est maintenant ça devient un plein écran, puis on y va. Donc, c'est la seule transparente qui c'est en français. Le reste, c'est en anglais, mais je vais continuer à parler en français si vous voulez que je change la langue. Donc, les objets intelligents, je commencerai de prendre les objets intelligents par un angle bien spécifique, celui de l'industrie. Et le pourquoi tout ça a commencé.
Donc, ça, c'est un vieux diagramme, c'est autour de 2008-2009. Donc, si vous regardez en bas, c'est marqué Ket ASLG. Ça signifie quoi ces mots barbares Ket ASLG? C'est Key Enabling Technology High Level Group. C'est quoi ces High Level Group? Donc, la Commission européenne a mis ensemble des dirigeants des grands centres de recherche, des dirigeants de l'industrie, et puis ils se sont dit, écoutez les gars, on va où? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir en Europe pour ça? Donc, ils ont fait plusieurs choses. Donc, ils ont fait ces diagrammes que vous voyez là. Très intéressant, rien de magique. Période, non, c'est plus un peu plus tard même, 2014. 2003-2008, ça, c'est la valeur ajoutée en manufacturing dans le monde. Europe, Japon, Chine, Taïwan, Corée, US. 5 ans plus tard, la Chine décolle et l'Europe va mal. Donc, je me dis, il faut faire le prochain programme 4, focaliser sur ce genre de choses. Il faut réfléchir le pourquoi. Donc, à l'époque, il y avait toujours l'idée pourquoi finalement on va exporter l'industrie, la fabrication en Chine, mais toute l'engineering, la recherche, on va le faire en Europe. Donc, ça c'est autre chose la recherche, autre chose l'engineering, on le fait en Europe, la haute valeur ajoutée et le manufacturing en Chine. Bah, c'est plus vrai. C'est plus vrai. C'est de plus en plus vrai que c'est égal. Là où il y a les places du travail de manufacturing, il y a des places de travail pour l'engineering et la recherche. Ce qui signifie que la haute valeur ajoutée qui était supposée être maintenue en Europe, bah voilà, elle part vers la Chine et puis on perd pas seulement des jobs, des emplois pour le manufacturing, mais aussi dans le domaine des services. Donc, effectivement, de plus en plus de jobs sont à risque. Donc, d'où le miracle qui a commencé par Mme Merkel et Siemens, on va faire l'industrie 4.0. Et puis, ça, c'était l'officiel wording de Mme Merkel que vous lisez ici, whatever it can be. Elle a dit, on va essayer de pousser l'industrie en faisant l'industrie 4.0, la nouvelle révolution qui a commencé d'ailleurs chez Siemens, je le répète. Et là, je vais vous mettre un texte qui vient d'un travail, d'un rapport vers le Parlement européen, qui expliquait, je sais beaucoup, mais ce texte parce qu'il expliquait quel mot c'est l'industrie 4.0. C'est l'application de l'information, de la communication technologique. Je ne partage pas tous les mots, je vais vous partager aussi la publication, mais l'essentiel, c'est, j'aimerais tirer votre attention sur ce que j'ai souligné en bleu. Donc, finalement, c'est même un document qui vient vers le Parlement européen, dans une organisation tout à fait pas technique, posons ça comme ça, exprime des termes très techniques. Où est-ce qu'on va? Qu'il faut avoir la digitalisation de l'information, intégrer le système, il faut avoir des embedded sensors, des capteurs qui sont embarqués, des robots intelligents, des systèmes de communication sans fil, faire la simulation, collecter des données, vaste quantité de données, c'est le big data, et puis essayer d'aider les travailleurs qui sont dans le domaine de l'ICT avec les robots, la réalité augmentée, la digitalisation de la technologie. Donc, j'ai séparé ces mots-là, comme vous le voyez ça, donc j'ai gardé juste ces mots-là. Et puis, vous pouvez remarquer que ça-là, on retrouve le mot magique si on le combine. ICT to Digitize Information, Cyber Physical Systems, Embedded Sensors, Wireless Internet, c'est vraiment l'Internet of Things, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets. Les robots intelligents, la robotique, les 3D Blending Devices, on a parlé beaucoup de cela avec Xavier, l'Augmented Manufacturing. La simulation, la modélisation, la virtualisation rentrent tout ça dans un deuxième monde, ce qu'on appelle les digital twins, les twins digitaux. La collection de données est HPC avec ces mots barbares, de nouveau, ça signifie High Power Computing, intelligence artificielle, et les réalités augmentées. De tous ces mots magiques qui finalement expriment le mouvement de l'industrie, et je répète, je reste dans le domaine de l'industrie seulement, il y a partout les petits objets, l'Internet of Things qui permet de faire fonctionner les robots, de faire collecter des données, de faire l'Internet of Things. Donc, il y a partout des données et des choses intelligentes. Et puis là, je vais vous donner deux exemples comment ces choses fonctionnent dans deux domaines qui sont très, très intéressants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le quality control, le contrôle de la qualité dans l'industrie. Donc, je vous donne un exemple qui est tout à fait neutre. En réalité, il y a des choses que j'aurais bien voulu vous montrer, mais c'est tellement confidentiel que je ne peux pas.
Donc, typiquement, si vous prenez une pièce mécanique, quand on la fabrique, elle peut avoir cette pièce bien de défauts, comme ici, en haut, en bas. Si vous donnez ça à un être humain, l'être humain va la reconnaître très, très rapidement. L'œil humain est très sensible. Par contre, faire ça avec des machines, avec des caméras spéciales, c'est vraiment très, très difficile. Donc, typiquement, vous avez ici un de ces petits smart things, de ces objets intelligents que nous utilisons nous-mêmes, que nous avons fabriqués. Et puis là, je les décompose en plusieurs composants. Donc, vous avez des lentilles, une caméra, c'est une caméra CMOS, de la mémoire pour enregistrer tout cela, des petits processeurs pour traiter l'information, et après tout ça pour communiquer. Tout ça dans un petit carré complètement autonome de 2 cm par 2 cm par 2 cm. C'est un objet tout à fait petit qui crée des données, qui permet localement de traiter l'information et d'envoyer quelle information pertinente. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle, nous, les objets intelligents, qui ça fait partie de cette Industry 4.0, cette révolution. Je vais aller dans un domaine complètement différent maintenant, c'est les grandes turbines, c'est la grande manufacturing, la fabrication. Donc, vous voyez une immense turbine, ça c'est un projet avec ABB ici que je vous décris, donc c'est une grande turbine. Mais si par malchance, cette turbine tombe en panne, le coût est assez horrible. On part de quelque chose autour de 150, 160, 180 000 francs par heure de manque de fonctionnement. Donc, il faut l'embêter, il faut faire ce qu'on appelle le predictive maintenance, de la maintenance prédictive. Donc, mais c'est quoi cette maintenance prédictive? On a cette énorme machine et puis on a partout des capteurs. C'est justement ces petits objets qui mesurent la température, les vibrations, les sons, etc., etc., etc. Toutes ces données-là, donc, l'Internet of Things, les objets intelligents, les collectent. Avec des plateformes intelligentes, ils les gèrent, ils les consolident, et ils collectent, ils créent ce qu'on appelle les big data, les grandes données. Après ces données, on les prend, on utilise des ordinateurs très puissants, loin d'ici, le high power computing et l'intelligence artificielle. Et sur cette base, on fait la simulation, on dit quand on s'y attend que cette machine tombe en panne. Donc, on sait que cette machine va tomber en panne, pas dans une année, mais plutôt dans 6 mois. Donc, il faut l'arrêter plutôt dans 5 mois, de telle manière qu'on puisse l'arrêter au bon moment, la réparer au bon moment, qu'on ne perd pas les valeureuses heures de travail. Donc, de nouveau, même pour ce processus qui est extrêmement important pour l'industrie, ce n'est pas seulement la grosse turbine qui est importante, mais c'est plutôt les petits capteurs qui permettent de détecter, de donner les données qui vont permettre de comprendre quand la machine doit être maintenue. Voilà, c'est ces deux exemples. Maintenant, je reviens pour souligner que l'industrie 4.0, ce n'est pas l'Internet of Things. Donc, l'industrie 4.0, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Mais cette tendance, cette révolution à l'industrie, elle ne peut pas exister sans l'Internet of Things. Et l'Internet of Things, il est aujourd'hui plausible et possible de le faire parce que les technologies de l'Internet et les réseautages, les réseaux à grande vitesse, c'était le 4G, de plus en plus les 5G, et puis on s'y attend dans quelques années les 6G, sont aujourd'hui matures, sont fonctionnels. J'ai un téléphone qui est aussi le 5G, bientôt on aura le 6G qui sera encore plus intéressant de voir son évolution. Et il y a des technologies de capteurs et des traitements du signal à très basse consommation, choses qui sont aujourd'hui possibles. Enfin, on peut les faire. On peut les faire partout parce qu'on n'a pas besoin d'avoir partout des batteries. Je vous donne un excellent exemple. Il y a quelques années, on a été demandé de faire des capteurs pour prévenir les feux de forêt dans mon pays d'origine, en Grèce. Donc, on a calculé rapidement qu'il fallait une dizaine de milliers de capteurs. On a dit, oui, génial, on va les faire, on va les mettre à gauche, à droite. Puis un collègue autour de la table lui dit, écoutez les gars, c'est génial, mais pour les forêts, imaginez 10 000 piles à lithium, c'est vraiment génial pour l'environnement. Donc, vous voyez pourquoi avoir des capteurs qui sont autonomes, qui prennent leur énergie du soleil, ou des vibrations ou d'autres choses, c'est vraiment clé. Et c'est ça qui permet d'avoir partout de plus en plus de capteurs. Et tout cela, ça peut être impactant parce qu'on peut collecter les grandes données, les big data, on peut les gérer avec le high power computing et l'intelligence artificielle et optimiser nos systèmes, que ce soit un système de qualité de contrôle, que
systèmes de maintenance préventive et des tas d'autres choses. Voilà. Mais focalisons maintenant sur les opportunités qu'on a pour notre pays, pour la Suisse. Oui, on est le meilleur du monde. On a l'excellence d'innovation depuis toujours, depuis que je me rappelle, je suis revenu au XM depuis plus qu'une dizaine d'années. On est le meilleur du monde numéro 1. Pas seulement ça. La Suisse, c'est ce qu'on appelle une Deep Tech Nation. C'est un pays dont sa tradition permet de faire des choses géniales qu'il ne peut pas le faire ailleurs. La miniaturisation, la précision, la basse consommation, la complexité, tout notre héritage de la microtechnologie, de l'industrie des montres et tout ça, ça peut être ici parce qu'il y a une tradition de vraiment de 200 ans qu'il y a derrière. Et puis, les données ont besoin pour être créées, pour être générées des hardware, des systèmes intelligents, des objets intelligents. C'est très simple. On peut, sans un objet intelligent, sans smart systems, il n'y a pas de données. Enfin, c'est tout. On ne peut pas les générer de nulle part. Il faut avoir ces hardware. Et puis la Suisse, c'est un des pays, rares pays qu'on peut vraiment créer ces genres de choses. Et je vous donne des exemples, effectivement. Si on parle pour une usine, on peut avoir des objets intelligents qui mesurent la position des mains, ou avoir des caméras 3D, ou avoir des systèmes flexibles, ou des encodeurs. Chaque objet intelligent est différent, est très varié. Et c'est précisément la force de la Suisse de pouvoir faire des choses qui sont très customized, utiliser des petits blocs et vraiment les customiser de manière rapide et intelligente, produire la grande valeur ajoutée à des petites ou grandes quantités. C'est un autre point que j'aimerais ici rajouter qui effectivement est un des points qui pourrait être notre force. Aujourd'hui, on parle des big data, des grandes données. On a les montrelles, on a des machines, des montres, des lunettes, des maisons intelligentes, et puis on transmet toutes ces données. Génial. Mais est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie, de largeur de bande, d'espace pour sauvegarder toutes ces données? La question, c'est peut-être. Personnellement, je pense qu'il y a de plus en plus qu'on n'aura pas ça. Et puis qu'on aura besoin de couvrir toutes ces données, de les collecter toutes ces données, et puis pouvoir les gérer localement. De ne pas avoir seulement les big data, mais envoyer des smart data. Donc avoir des objets vraiment intelligents qui pas seulement collectent les données, mais traitent les données et envoient quelle est la partie de l'information qui est pertinente, de telle manière de pouvoir économiser à la fois l'énergie de transmission, la largeur des bandes, la quantité d'information qui est envoyée, qui est stockée et qui est traitée dans les clouds, dans les nuages. Donc, typiquement, je vous montre de quoi je parle de ces objets intelligents, quelle est la tendance aujourd'hui. Ça, c'est un exemple expérimental qu'on a aujourd'hui, complètement autonome, avec un système photovoltaïque, la batterie et tous les systèmes de traitement, collection de données, traitement de données sur une pièce de 5 centimes. C'est là qu'on se trouve aujourd'hui. C'est là qu'on arrive à faire ce qu'on appelle les smart dirt, la poussière intelligente. Et on espère aujourd'hui, demain, de le faire encore plus petite, encore plus autonome, pour des applications qui sont presque inimaginables. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer parce que je parlais du neurodust, de la poussière qu'on peut mettre dans le cerveau, et puis il y a des problèmes éthiques qui rentrent que je ne vais pas l'adresser, on n'a pas le temps de les adresser maintenant. Donc voilà, quelques notes finales. Internet of Things, c'est un composant pour le digital manufacturing. Son pilier, c'est l'Internet and Things, les smart things, les objets intelligents. Et l'un, c'est indissociable de l'autre. Effectivement, ça c'est valable pour l'industrie, mais j'aimerais souligner que ce n'est pas seulement valable pour l'industrie, c'est valable pour l'énergie. On a besoin pour nos systèmes d'énergie, génération et transmission d'énergie partout, pour la santé, pour l'Internet of Things, les objets intelligents qui sont autour de nous dans les maisons, les montres intelligentes, et évidemment pour l'industrie. Donc, j'ai pris l'exemple de l'industrie comme fil rouge, mais j'aimerais souligner que tout ça c'est valable, les besoins des objets intelligents, elle est valable partout. Donc, le DNA de la Suisse et de notre CSM, notre centre de recherche, c'est effectivement ce qui est le DNA de ces objets intelligents. La précision, la miniaturisation, la basse consommation, la complexité, l'intelligence, c'est finalement le DNA d'une région qui a créé les montres, qui a créé toute cette miniaturisation et complexification. La science des données et le traitement de données, c'est une espèce de pont qui nous connecte vers le monde des big data.
on ne sera jamais peut-être capable de faire un Facebook pour plusieurs raisons, Facebook, un Google. Par contre, on sera les meilleurs pour faire des objets qui nous permettent d'aller vers le Facebook, vers l'Internet, vers le Google, etc. En créant donc des systèmes objets intelligents associés au traitement de données locales à basse consommation, ça peut être notre USP, l'USP de notre Suisse. C'est pour ça qu'on soutient depuis des années, nous pensons que c'est quelque chose de très très fort pour notre pays, pour la Suisse. Voilà, c'était ma présentation. J'espère que vous avez beaucoup de questions pour pouvoir débattre pour longtemps. Donc, j'ai toujours mon email ici, mais évidemment, Mme Hegel a tous mes coordonnées. Mais commençons à discuter maintenant, si vous avez des questions. Puis, merci Georges, merci de nous rendre l'écran et à toutes et à tous, merci du bel applaudissement que nous allons faire à Georges Kotrosios. Merci beaucoup. Stop sharing. Je sais comment enlever l'écran. Voilà, maintenant j'ai appris quelque chose de plus. Magnifique. Merci beaucoup. Je demande à nos amis qui n'ont pas mis leur vidéo de bien vouloir l'activer pour qu'on puisse tous se voir, comme le i face à face le demande. Alors, Georges, avant de passer la parole à nos amis, moi, j'ai juste une question par rapport notamment à la 5G. Donc, c'est indissociable au fond, hein, cette avancée des objets intelligents. Moi, j'ai même entendu en Chine parler de la 8G. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça va de pair ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire par rapport à ça? C'est indissociable à un certain degré. Donc aujourd'hui, on peut avoir des capteurs connectés qui sont basés sur les systèmes Bluetooth, pas nécessairement des 5G, des systèmes propriétaires, donc des protocoles prioritaires, de Wi-Fi, etc. Pour certaines applications, il est même conseillé de dissocier du 5G. Par contre, pour les grandes séries, si j'ose dire, la grande série d'applications pour les médicales, le 5G, c'est extrêmement utile pour beaucoup de raisons. C'est beaucoup plus rapide. Ça peut donner des priorités à des applications spécifiques. Je vous donne l'exemple. Vous êtes dans une voiture et la voiture doit décider de freiner ou pas. Cette application, elle est vraiment très importante. Donc, pour ça, il y a une première priorité. Par contre, si mon frigo, il n'a pas le beurre, donc je pense que l'information, le frigo peut être connecté, mais la vitesse de réaction n'est pas nécessairement la même. Donc, effectivement, il y a divers niveaux de priorisation de l'information. Donc, pour ça, 5G, c'est très bien, c'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide que la 4G. Si on aura le temps, peut-être une autre fois, on va pouvoir parler de la 6G qui est attendue maintenant. On parle gentiment de l'évolution de l'intelligence, des notions qui sont qui nous presque philosophiques, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de l'évolution humaine, de l'évolution de la nature. Là, on parle gentiment de l'évolution vers l'intelligence qui commence à faire partie de notre être de plus en plus. Mais là, je m'arrête peut-être avec ces considérations philosophiques. Oui, le 5G, c'est très important. Ce n'est pas le seul outil pour faire la communication, mais c'est un outil primordial. Merci beaucoup. Donc, voici un exemple entre moi et Georges de ce qu'il ne faut pas faire. Questions courtes pour des réponses courtes. Ça nous permettra à toutes et à tous de pouvoir dire quelque chose. Magali, quand tu entends tout ce... Tu es là? Oui, tu es là. Oui, oui. Quand tu entends toute cette révolution, finalement, qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a quelques années, voilà, toi qui as plutôt les pieds sur terre, tu te dis, on est en science-fiction, il y a un chouette... C'est-à-dire, c'est déjà le sentiment que j'ai quand je vais chez mon fils. Hein, parce que chez mon fils, les murs parlent, les enfants donnent des ordres, demandent ce que Google a bien voulu dire, etc. L'aspirateur se met en route tout seul, il y a une imprimante 3D. Donc, je vis déjà là-bas dans un univers qui n'est pas tout à fait le même que chez moi. Hein. Mais c'est vrai que je suis complètement dépassée, pour tout dire. Je suis très, très contente de savoir que la Suisse a un avenir dans ce domaine. Voilà, justement, le fils en question, il a fait le PFL en microtechnique et je suis contente de savoir qu'il y a au moins un pôle sur lequel on peut réellement se baser et que tout l'avenir n'est pas chinois. Il y a encore quand même des secteurs
chez nous. Et j'aimerais bien que Genève joue aussi un rôle particulier dans le domaine de cette recherche-là. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être Roberto de Primis, qui lui s'intéresse toujours à l'international, évidemment. Est-ce que, bon, toi tu es en Belgique, est-ce que tu penses que c'est une vraie ressource future économique à exploiter? Et peut-être une question pour Georges Kotrosios. Alors, j'ai quelques problèmes de communication, donc j'espère que ma voix passe bien. Il y a quelques petits soucis, je crois, en fait, à l'heure actuelle. C'est une énorme opportunité, mais c'est aussi au niveau des normes de sécurité. Ce sera la question brève que je ferai à Georges. Est-ce qu'il ne faudrait pas une standardisation en fait, des normes de sécurité pour tous ces IoT, Internet of Things à travers la planète, parce qu'on en a vendu énormément et il y en a des milliards à travers la planète maintenant, et donc il y a quand même quelques risques. Et autre point, je suis à Bruxelles en Belgique, mais bon, je trouve que la Suisse a vraiment énormément de compétences, notamment le travail dans la micro-industrie. Mais est-ce qu'alors il ne faudrait pas avoir une forme de contrôle sur le cloud, alors où toutes ces informations vont aller? Donc est-ce que les Suisses ne travailleraient pas un peu avec les Européens sur ce cloud européen qu'ils veulent lancer, qui s'appelle Gaia-X? Enza, j'ai essayé d'être bref. C'est formidable, Roberto. C'est magnifique. Georges. Moi, j'essaie d'être bref aussi. Et la sécurité, c'est un gros problème. Si on arrive à les gérer localement, on peut garder beaucoup plus d'informations chez soi de facto. Mais si on la gère loin dans les clouds, on peut déployer des systèmes beaucoup plus complexes. Donc, c'est selon l'application. Et la même chose sur le privacy. On peut contrôler avec les systèmes intelligents beaucoup mieux notre privacy. Donc, la sécurité, c'est selon les cas, si j'ose dire. Par contre, le privacy, on a tout intérêt de gérer, de traiter les signaux localement. Deuxième question sur les clouds, il y a le cloud européen. Il y a une grande question on n'a pas le temps de débattre aujourd'hui sur la gestion des données à l'international. Je vais proposer dans un livre qui va sortir bientôt aussi d'avoir une organisation internationale du type World Trade Organization qui pourrait gérer et réglementer les données. Mais c'est une très grande discussion, celle-là. Problème de sécurité, peut-être une fois on pourra y revenir. Hans Scully avait une question qu'il a écrite sur le chat. Il est dans le domaine de l'énergie. Quels sont les objets possibles? Hans? Oui, bonjour à tous, de Groupé à Fribourg. J'ai une question, je suis dans la technique du bâtiment, justement, et je cherche une liste, ou je ne sais pas où, de savoir je ne suis absolument pas dans ce domaine-là, mais les capteurs. Où est-ce qu'on peut trouver les capteurs qui sont employés à nos jours, les disponibilités, et dans quel domaine, dans quelle direction vont les recherches dans les capteurs? Vous espérez qu'on finisse ça aujourd'hui? C'est une grande question, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est le point que je soulevais tout à l'heure, c'est toute la diversité des capteurs. Vous avez une usine chimique, un avion, une voiture, votre maison et ma maison. Chacun a des types de capteurs différents. Des capteurs température, capteurs chimiques avec d'autres fonctionnalités. Et c'est précisément là la force de la customisation qu'on peut les rendre, parce qu'effectivement, il y a tellement d'applications et puis la capacité de s'adapter, et finalement la force de pouvoir faire face à des choses. Donc, des capteurs, vous mettez des capteurs, vous trouvez de partout, mais la question c'est quel type de capteur il faut pour quelle application, effectivement, dans la technique du bâtiment, il y a tous les aspects de sécurité, etc. Très diversifié, je ne vais pas vous le conseiller parce qu'effectivement, il faut vraiment voir quel capteur, pour quelle application, quelle connectivité, quelles spécifications, etc. etc. Par contre, si vous avez quelque chose de spécial, appelez-moi ou faites-moi un email et puis dans la mesure du possible, avec grand plaisir de vous aider. Vous avez mon email avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On sent combien le sujet, évidemment, est encore très neuf. Si on revient sur la sécurité, Fabrice Carminati, c'est un peu votre domaine, non? Le micro. Vous parlez moi? Oui. Nous, on peut faire. Vous m'entendez là? Ah, pardon. Vous m'entendez? Fabrice. Voilà. Merci de m'avoir permis de participer à votre événement qui m'a interpellé, effectivement, vu qu'on est une entreprise spécialisée dans la sécurité des données. On est depuis 18 ans, en fait, on est présent à Genève
Mais moi, je représente en fait Kios, l'entreprise Kios à Bienne. Donc, je suis tout près de Neuchâtel, tout près du CSEM. Et j'ai lancé en fait l'antenne à Bienne pour effectivement accompagner et aider justement les entreprises dans la problématique de la sécurité dans le monde industriel. Je ne vous cacherai pas que c'est un sujet qui effectivement qui est assez nouveau, qui demande un grand travail d'évangélisation aussi au niveau de la direction, parce qu'en fait, tout l'aspect de privacy, justement, de confidentialité, de réflexion par rapport à l'échange de ces informations dans le cloud ne vient que de commencer, en fait. Et en fait, pour moi, c'est intéressant de voir votre présentation, parce qu'effectivement, il y a l'aspect technologique, technique, mais après, il y a aussi l'esprit aussi de développement de services par rapport à ça. Et je pense que la Suisse, effectivement, a un grand rôle à jouer là-dedans pour développer aussi des services, en fait, à haute valeur ajoutée avec une grande confidentialité. D'ailleurs, on lisait il n'y a pas longtemps que la Suisse a une grande densité de data centers qui vous permettrait effectivement de développer tous ces services. Un mot là-dessus, Georges? 100% d'accord. Effectivement, la sécurité, c'est effectivement tous les niveaux, effectivement. Absolument. Alors, cette sécurité, évidemment, il y a les objets intelligents, mais il y a aussi toute cette technicité. Osman, quand toi qui es dans le change, quel intérêt pour toi tout ça? C'est-à-dire, nous, on est dans l'échange, mais on est aussi dans le processing de paiement. Donc, la sécurité, c'est primordial. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix, sinon les transactions vont, enfin, Georges le sait très bien, certainement, mais ça va à gauche et à droite. Et la transaction ne s'effectue pas à la vitesse qu'on le cherche. Non, on est extrêmement contrôlé là-dessus. Et on contrôle, obligatoirement. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Alors, Alexandre Tchek, dans l'enseignement, est-ce qu'on tient compte en ce moment de tous ces nouveaux paramètres? Est-ce qu'on en tient suffisamment compte pour préparer les jeunes, ou bien c'est plutôt les jeunes qui préparent les enseignants sur le coup? Bonne question. Alors, en tout cas, dans les niveaux primaires, je dirais plutôt que ce sont les jeunes qui préparent les enseignants que l'inverse. Vous avez tapé juste, Enza. Et je pense qu'il y a de gros progrès à réaliser en bas dans l'enseignement. Je pense qu'au niveau des EPFL et puis des collèges, on est largement, probablement plus à jour. Alors moi, j'aurais quand même une question pour Georges de manière plus générale. Si on remonte d'un niveau, vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe et des possibilités de coopération. Vous, comme grec d'origine, cette coopération, est-ce qu'elle existe déjà de manière pratique entre la Suisse et l'Europe? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce que, par exemple, au niveau également de l'enseignement, des universités, justement des EPFL, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle va assez loin, d'après vous? Je pense que je ne suis pas capable de répondre au niveau éducation, mais si les PFL travaillent suffisamment avec les écoles étrangères. Je pense que oui. Je vois des exemples de jeunes qui viennent, avec lesquels on coopère, oui. Au niveau de la recherche, on ne discute pas, oui. Il y a des gros programmes de recherche, et puis les programmes 4, depuis FP3, 4, 5, 6, 7, Horizon 2020, Horizon Europe, ça continue de ces directions-là. Et au niveau des manufacturing, oui. On a parlé de complexification, on a des produits aujourd'hui qui deviennent de plus en plus complexes. Si vous avez googlé iPhone ou iWatch, la chaîne de valeur, vous trouvez ça couvre toute la planète. Et puis maintenant, en ajoutant pas sur les produits, la couche service, donc produits plus services, les chaînes de valeur deviennent encore plus complexes que l'international. Donc on ne peut pas vivre seul. Ça, c'est sûr au niveau industriel. Au niveau recherche, donc on travaille ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Alors évidemment, on parle d'objets intelligents, mais de là à parler de robots, de robots intelligents. Marek, dans l'hôtellerie, est-ce qu'on va bientôt remplacer le personnel par ces objets, robots intelligents? Est-ce que ça va se passer comme ça? J'espère qu'on ne va pas le faire pas tout de suite. De toute façon, l'hôtellerie, c'est toujours basé sur
relations personnelles. Et puis, je pense que les robots, aussi bien qu'ils puissent être sympathiques, ils ne vont jamais remplacer les êtres humains. Je préfère toujours voir une réceptionniste qu'un robot à la place derrière le desk de la réception. Mais je pense que la cybernétique, ça a toujours existé. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution tout simplement. Ça va vite, c'est vrai. Donc peut-être dans ce terme-là, oui, c'est un peu révolution, mais c'est la suite des choses. La technologie, la communication, ça se développe tellement vite qu'on ne peut pas arrêter. J'aime bien aussi des murs traditionnels comme chez Magali, mais je pense que les murs hôteliers, elles vont être bourrés de cybernétique, de petits robots, de petits objets, et puis ça va nous aider de protéger les gens enfin les clients de l'hôtel, aussi le personnel. Donc, dans le domaine des sécurité, ça a beaucoup de valeur, économisation d'énergie, etc., etc. Donc, je n'ai pas de questions spéciales. Je pense que ça va de soi que les objets intéressants vont venir dans les hôtels. Merci, Georges. Est-ce que c'est un souci, ce remplacement finalement du personnel de manière globale hein, par l'intelligence, par des objets intelligents? Il y a d'abord, je vais adresser le point de l'hôtellerie, qui effectivement, j'aurais adoré d'avoir une personne devant moi quand je suis à la réception, mais il y a des tas de systèmes. Vous prenez l'exemple d'Elite. Elite font des matelas. Maintenant, ils vendent plus de matelas, ils vendent le service de dormir. Donc, ils mettent des capteurs pour voir combien les personnes ont utilisé les matelas. Ça, c'est le domaine de l'hôtellerie. On a fait des études dans ce domaine-là pour voir ce qui peut être fait, comme les changements d'environnement, etc. Il y a énormément de choses à faire. Sur les workplaces, oui, il y a les rates, la rapidité des pertes d'emplois est très grande. Donc, on espère que la création d'emplois dans d'autres domaines, de haute technologie, soit à la même vitesse. Ce n'est pas certain. Le défi est là, selon moi. Merci beaucoup. Alors, c'est évidemment sans limite, hein, ce domaine. Alors, Laurent, qu'est-ce que c'est les médailles intelligentes interactives? C'est votre domaine. Effectivement, ça fait depuis à peu près une vingtaine d'années que je suis dans l'IoT. Donc, on parle de RFID ou d'IoT aujourd'hui. Et effectivement, j'avais lancé une start-up qui s'appelait Scooby, qui permettait d'identifier par le biais d'un QR code ou d'une puce des animaux, en fait. Donc, c'était une médaille interactive qu'on pouvait lire par un téléphone. Et c'est donc l'idée que j'avais développée à peu près en 2013. Je suis depuis une vingtaine d'années dans l'IoT sur le terrain. Et le gros challenge aujourd'hui, c'est de l'intégration physique. Donc, Georges en a bien parlé pour mettre de la technologie dans des objets. Donc, c'est vraiment intégrer toute cette technologie dans des objets existants. Et puis, une intégration informatique pour gérer toutes ces données, toutes ces datas, etc. Moi, j'aimerais poser une question à Georges en tant que grec par rapport à cette initiative pour le passeport du vaccin. Parce que finalement, le vaccin, quelque part, on n'est pas loin de l'IoT, même si moi, je fais une association aujourd'hui et j'aimerais savoir quelle est, d'après vous, la chance pour que la Grèce arrive finalement à mettre en place ce passeport pour la vaccination par rapport au Covid. Ok, merci. Je n'ai pas plus d'informations que l'information lue dans les journaux. Donc, apparemment, le Premier ministre grec a proposé effectivement le passeport. Il a proposé aussi à la Commission européenne qu'il les voit positivement. Je pense qu'en Grèce en particulier, il y a beaucoup de négativisme, beaucoup de complotisme. Donc, malheureusement, il y a peut-être entre 25 et 33%, le quart et le tiers de la population qui se trouve dans cette situation-là, peut-être un peu plus que dans d'autres pays. Mais j'espère que tôt ou tard, on va pouvoir avoir ça, de pouvoir voyager tranquillement. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je serais très content de l'avoir. Bon, mais avec le vaccin, on prend tout de suite la 5G, non? Bien, non. Comme ça, on peut téléphoner directement avec la main. On peut se parler directement avec la main. Pas besoin de payer Swisscom. Direct.
Alors, Jocelyne, accompagnement d'entreprise, est-ce que c'est une révolution où tu aides les nouvelles entreprises ou anciennes à entrer, à comprendre ce qui se passe? Micro, Jocelyne. Oui, en effet, ça permet un petit peu de voir, oui, justement, où on sent un peu les choses, parce qu'on en parle, on en parle. Mais d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je lisais, je ne sais plus dans quel journal, que justement en Suisse, on avait besoin de personnes pour justement enregistrer toutes ces données et qu'on cherche des personnes de tout âge et de toute formation quasi, et surtout dans le système de ce recyclement. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup à faire. Et voilà, je suis toujours curieuse d'apprendre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être dans le suivi de ce que Jocelyne vient de dire, Georges, comment on communique tout ça vers les nouveaux, enfin les entrepreneurs, vers les dirigeants? Comment les aider à prendre ce virage? Avec des conférences comme la vôtre. Donc, non, mais absolument. Écoutez, il y a deux moyens de communiquer avec le monde extérieur, on essaie de le faire. Soit qu'on participe à des événements, des expositions qui sont organisées par d'autres. Et avec grand plaisir de le faire, on essaie d'évangéliser, de passer les messages, qui n'est pas seulement pour nous, pour la santé de la technologie, où on va voir des entreprises de manière, on essaie de voir quelle entreprise pourrait être intéressée par notre réseau, par des réseaux des amis, par des réseaux de connaissances, et pouvoir contacter des gens personnellement. Donc, soit de dire ce qu'on fait par les médias, par la télévision, les journaux, l'Internet, les social media, etc., par des événements extraordinaires comme celui-là aujourd'hui, et puis on essaie de participer là où on peut, ou par les contacts directs. Je ne vois pas d'autres moyens. Si vous avez d'autres moyens, je suis partant, je suis présent. Merci beaucoup. Alors, le plus jeune de l'Assemblée, c'est sans doute Sim. Bon, toi, tu es tout branché, raconte-nous. Voilà, donc déjà, merci beaucoup. Merci pour cette belle séance et surtout le sujet, évidemment, qui m'intéresse. J'avais une question. Est-ce que c'est possible d'avoir une copie de la présentation Oui, sans problème, sans problème. Ah. Donc, je vois Mme Hegge et puis vous allez la voir sans problème. Super, OK. Moi, je voulais dire que, effectivement, la Suisse est a un espace approprié, un espace, j'ai envie de dire, presque dédié en quelque sorte. Pourquoi? Parce que... Ah zut, on n'entend plus. Ah, vous ne m'entendez pas? Si. Si. Enza, c'est bon? C'est bon maintenant. OK. Donc, je disais que 30 ans après la création du web au CERN, eh bien, tous les algorithmes puissants aujourd'hui sont dans la Silicon Valley. Ce qui veut dire qu'il y a eu un manque d'audace quelque part. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense que la Suisse étant elle-même un pays des écosystèmes, plus que jamais, cette prochaine décennie-là, le prochain algorithme peut naître sur le sol suisse. Et comme ça rejoint à ce qu'a dit monsieur le présentateur, seulement je n'ai pas vu la propriété intellectuelle dans votre... Bon, vous ne pouvez pas tout lister, hein, mais je pense qu'au niveau de la propriété intellectuelle, la Suisse fait beaucoup, notamment avec l'OMP, etc. Donc oui, pour moi, je suis confiant et presque sûr que le prochain algorithme puissant sortira, en tout cas sur le sol européen. Après, je ne peux pas garantir s'il sortira de la Suisse. Voilà. Ça va dans tout ce que vous disiez, Georges. Oui, absolument, tout à fait. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous achetez aujourd'hui une montre intelligente avec tout ce qui mesure votre pouls, votre machin, votre truc, les premières pas de brevet sont suisses, chez nous. Donc, voilà. Ça va tout à fait dans cette direction, absolument. Il y a beaucoup d'intelligence, en particulier en Suisse, aussi en Europe, mais en particulier en Suisse. Et en termes de propriété intellectuelle, d'algorithmique, effectivement, les bridges, les ponts entre le hardware et le software, surtout dans l'embedded de low power, effectivement, nous sommes en très bonne position dans notre pays. Merci beaucoup. Je vois une main levée.
Roberto, tu veux t'exprimer? Oui, je voulais juste préciser une chose, parce qu'on a entendu parler du passeport international lié à la vaccination et autres. Comme je suis à Bruxelles et comme je suis pas mal ces thématiques à l'heure actuelle pour différentes entreprises, je vous donne juste l'information que beaucoup d'entreprises technologiques basées un peu partout dans le monde qui essayent d'entrer sur le marché européen sont en train de travailler là pour le moment justement pour faire du lobby auprès des institutions européennes pour participer dès le départ à ce projet-là d'un passeport européen ou international de vaccination. Mais la question vaut la peine d'être posée. Ici, à Bruxelles, les choses sont claires pour le vaccin, ou en tous les cas pour ce passeport-là. Il faudra attendre que tout le monde ait eu l'occasion de recevoir ou non la dose avant de proposer un tel vaccin pour ne pas se lancer aussi dans une bataille éthique qui poserait sérieusement problème. Je voulais apporter ce petit détail-là parce que malheureusement, ce passeport, ou heureusement, ce passeport-là ne verra pas le jour, en tous les cas sur le territoire européen et peut-être la Suisse, donc avant la fin de la vaccination, donc janvier, février 2022 au bas mot. 2045, peut-être. J'aurais dit la même chose. Xavier, tu veux intervenir? Oui, alors d'abord, merci Georges pour cette présentation, mais je voulais ajouter quelque chose. Le CSEM a une autre particularité, c'est qu'ils sont capables de faire tout ça avec ce qu'on appelle du low energy. Ils dépensent très peu d'énergie pour faire marcher une montre, pour faire marcher un IoT, pour faire marcher un microprocesseur. Et cette particularité, je pense vraiment que c'est notre avenir. On aura un problème d'énergie sur cette Terre, et parce que ces IoT comme ça, hein, celui-là c'en est un, vont pulluler. Et s'ils sont tous aussi gourmands que Apple, que je dois sans arrêt rebrancher, c'est une catastrophe. Et je crois que le savoir-faire du CSEM, et qui a émergé sur toute la Suisse romande notamment, est exceptionnel. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques qu'on aurait dû ajouter à tout ce que Georges raconte. Mais c'est vrai que c'est difficile en 15 minutes de montrer l'excellence de cette production suisse. Alors, peut-être poursuivre un peu ce que tu dis, énergie, environnement. Claude et Guy, est-ce que c'est un atout majeur aujourd'hui dans la façon de voir le futur au niveau de l'environnement et de l'énergie, les objets connectés? Il faut ouvrir le micro. Claude, allez, appuie sur le bon bouton. On m'entend? Parfaitement. Oui. Bon, excusez-moi, mais d'abord, si je n'étais pas dans l'image pendant un long moment, ce n'est pas par hasard, parce que je figure que je suis plus attentivement. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu suivre cette conférence comme j'aurais souhaité. Alors maintenant, tu me poses cette question. La remarque qui est faite par Xavier m'inspire simplement au fait que, d'abord, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Une facilité de le dire, mais il est évident que nous sommes à un stade de consommation que l'on n'imagine pas. Il paraît qu'un seul mail, ça représente, et j'ai entendu l'autre jour, c'était peut-être exagéré, à peu près une ampoule qui est consommée pendant 24 heures. Alors quand vous imaginez à peu près à quel stade on en est, je crois qu'on ne prend pas conscience de l'évolution précisément de notre consommation. Alors Xavier a raison de mettre en exergue précisément une des spécificités de votre activité qui consiste à consommer moins. Pour le reste, par rapport à ces technologies, on y a fait allusion pour ce que j'ai pu suivre également aux dérives. La technologie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le génie humain, on sait où il peut nous conduire, mais le génie humain peut nous exposer également à des dérives. Et en ce moment, on se rend bien compte qu'on prend mieux d'ailleurs la mesure précisément de ces quelques dérives. Donc, il y a certaines méthodes de contrôle à mettre au point précisément pour qu'on puisse prendre le meilleur de la créativité en se protégeant du reste. Merci beaucoup, collègue Georges. Peut-être un mot sur tout ce qui est… Plusieurs mots. Désolé vraiment de prendre votre temps, mais c'est vraiment tellement intéressant le sujet. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs fait il y a une année ou deux un article, enfin une opinion dans l'État qui parlait de ça, que les données, c'est une forme de capital, il y a une forme tellement nouvelle, à la fois qui donnait des énormes opportunités, tellement risques de se créer des déséquilibres, qu'il c'est énorme. C'est énorme parce que c'est un effet levier énorme.
Deuxième point, la consommation de l'énergie. Aujourd'hui, effectivement, on calcule qu'il y a entre 2, quelque chose et 4% des gaz à effet de serre sont produits par les données. Et on prévoit que d'ici 2030, ça va tourner entre 6 et 14%. Donc là, il y a des gros problèmes. Effectivement, la basse consommation, c'est vraiment clé. Et puis aussi de pouvoir utiliser la meilleure énergie, celle qu'il ne consomme pas. Ce qu'on ne consomme pas, comme l'a dit M. Aguet. Donc, mais le sujet mérite vraiment une longue discussion. C'est les gaz à effet de serre qui sont produits par le CO2, par les données sont énormes. La quantité, c'est énorme. C'est beaucoup plus que l'aviation. Merci, merci beaucoup. Nous avons encore deux amis qui ne se sont pas exprimés. Anastasia, toi qui t'occupes essentiellement du bien-être des enfants, des plus petits, est-ce que finalement, avec la distanciation, un petit robot comme copain, ce serait pas mal? Concernant ma première activité qui est pharmacie, je pense que ça peut être utile. Là, ça peut être utile pour la petite enfance. Moi, je suis contre de faire cyber et puis de faire des cours par Internet pour l'école primaire parce que je pense que les enfants, ils ont besoin de contact. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'aimerais son avis concernant aussi les passeports vaccinaux. Parce que je pense qu'un certificat de bonne santé, c'est beaucoup plus utile. On peut être vacciné du Covid ou avoir plusieurs maladies transmissibles. Donc, on n'est pas en sécurité. Et la dernière question, parce que moi, j'ai fait l'intelligence artificielle en 1996. J'avais fait réseau de neurones et puis bioinformatique. Donc, on peut décoder tout l'ADN sur informatique. Donc, des choses comme ça, je trouve super intelligent. Et les capteurs aussi et tout, mais je pense qu'on doit garder l'humanité, on doit garder le contact humain. Quel est son avis? Je n'ai pas plus d'accord. Dans le futur, où on est obligé de faire tout par cyber? Non, je ne pouvais pas me trouver plus d'accord avec vous. Je pense que l'être humain, c'est l'objectif final. Maintenant, qu'on améliore nos performances d'une manière avec des lunettes ou avec des montres, etc., bah, tant mieux, mais c'est l'objectif final, c'est l'être humain, pas seulement l'être humain avec son environnement. Donc, ça ne pouvait pas vous trouver quelqu'un plus d'accord. Tout simplement, la techno, c'est un outil. C'est un outil pour nous faire meilleurs, de nous faire plus heureux à la fin de la journée. Merci. Voilà, donc il ne faut pas que ça... Voilà, le trop étant l'ennemi du bien, il va falloir se contrôler. C'est un peu l'esprit. Yannick Fuchs, plutôt dans l'accompagnement aussi des entreprises et des entrepreneurs. Hein? Oui, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je viens du monde de la technologie, je suis ingénieure. Donc, la thématique était vraiment très pertinente. Hein? Enfin, je suis de l'EPFL, donc le CSM. Il y a quelque chose qui résonne en moi et j'ai trouvé finalement le sujet avec beaucoup de connexions vis-à-vis de cette industrie 4.0. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. D'accord, merci. Et donc, en fait, moi, j'ai juste une petite question qui m'intéresse beaucoup parce que quand j'interagis avec des personnes, il y a cette problématique, en fait, finalement, on dit, moi, je suis une adoptrice des technologies, je l'ai toujours été, mais maintenant, on me dit, mais on est ces chemins de rupture sociaux, politiques, économiques, etc., il y a beaucoup d'appréhension. Hein. Moi, je me suis dit, l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer les humains. C'est une question de collaboration, c'est une question finalement d'interaction. On est dans une phase de transition. Mais moi, je suis très curieuse de savoir votre avis parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a un déphasage entre les politiques aussi, ce qu'ils mettent en œuvre comme mesure pour sensibiliser, pour accompagner les différentes entités. Merci. Peut-être que je me trompe. Hein? Merci beaucoup, Yannick. Peut-être en guise aussi de conclusion, Georges, parce que c'est incroyable, mais 1 heure est passée. Et déjà? On l'a pas vu passer. Merci. Ah, la passion quand tu nous tiens.
Alors, non, juste une seconde, Georges. J'aimerais quand même ce soir donner la parole aussi à Julien, Julien Boucher, parce que lui, maintenant, il ne cuisine qu'à travers son robot. Exactement. C'est ce que je disais, en fait. J'ai deux choses très complémentaires. Ce que je disais à Georges au début, avant que vous arriviez, c'est que j'ai un robot qui cuisine, donc un robot connecté. Mais forcément, vu que j'ai un robot connecté qui cuisine, j'ai aussi une balance connectée qui cuisine pour compenser et pour faire attention. Voilà, c'est absolument incroyable parce qu'en fait, vous avez l'opportunité aujourd'hui avec votre Natel de dire ce qui vous reste dans votre frigo sur l'application de ce robot. Et en fonction de ça, en fait, il vous sort une recette et vous avez juste à appuyer dessus ensuite et il vous dit, vous mettez tant de trucs et puis ça cuit tout seul, ça fait les températures tout seul, ça fait le temps de cuisson tout seul. Et pendant ce temps, en fait, vous pouvez être devant votre écran pour suivre des webinaires. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, Georges, en guise de réponse et de conclusion. Guise de réponse, oui. Est-ce que la robotique ou l'IoT va remplacer l'humain? En général, dans ma vie, je suis optimiste, mais la crainte est là. Pas pour tout de suite, mais pour plus loin. La crainte est là. Et puis, je vais juste rappeler ce que j'ai entendu une fois. J'étais dans une table ronde en 2017 à Genève, justement, IoT Week. Puis, un des participants de la table ronde, il avait dit, maintenant, on ne parle plus de l'évolution de l'être humain, de l'environnement. On risque de parler de l'évolution vers l'optimisation de l'information. Ça me fait peur, mais il y a un risque réel. Donc, c'est à nous de voir comment utiliser pour nous, pour notre bonheur, comme disait Madame Venturi, pour notre bonheur, l'intelligence, les objets, et pas contre nous. Voilà. Comment mettre des garde-fous, peut-être Oui, comment mettre des garde-fous, tout à fait, entre autres. Si les garde-fous vont être optimales, est-ce qu'on va évoluer? Est-ce que bientôt les machines vont faire partie de nos mains? On a vu récemment un cœur artificiel qui remplace les vrais cœurs avec tout plein de capteurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne veux pas répondre. Je peux que poser des questions. On va être obligé de se revoir, Georges. Je vais vous demander d'ouvrir vos micros. D'abord, pour un bel applaudissement pour Georges Cotrezio, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci à vous. Bravo. C'est un très grand plaisir. Merci. Xavier, tu voulais dire encore quelque chose? Non, je voulais remercier tout le monde de venir s'instruire comme ça. C'est assez difficile, mais je crois que notre rôle, pour des gens qui sont plutôt des intellectuels, c'est d'abord de comprendre avant de dire des bêtises. C'était le mot de la fin. Je crois qu'on peut arrêter là l'enregistrement, mais vous restez parce qu'il y a la photo. Merci.